Yo les amis, alors nous nous retrouvons ce soir ou cet après-midi pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit... Oh cette phrase, mon dieu, une vidéo spéciale, c'est une phrase de youtubeuse beauté, hein. Non, bah, alors c'est une vidéo, cela dit, elle est réellement spéciale puisqu'il s'agit ici d'un tag que je vais faire, moi-même, avec mon petit cerveau, en ce qui concerne Bleach, puisque c'est vrai, récemment j'ai vu que, enfin j'ai répondu même au tag 30 questions sur One Piece, et j'ai vu qu'il y en avait sur Naruto, sur DBZ, tout ça, bon. Et je me suis dit c'est marrant, alors j'ai bien cherché, alors après... Je vais me prendre, j'accepterais de me prendre un coup de bâton sur la gueule si jamais on en trouve un qui existait déjà, de 30 questions Bleach, mais je n'en ai pas trouvé, donc je me suis dit bon bah, autant le faire moi-même, et donc voilà, c'est pour ça je viens aujourd'hui avec vous, avec ces 30 questions sur Bleach qui me paraissent plutôt cool. Donc pour confectionner mon petit tag, eh bien j'ai mes 30 questions, j'ai utilisé bien sûr les autres tags, les anciens tags, et j'ai essayé de modeler mon tag, de prime abord j'ai fait ça, si vous voulez, j'ai modelé mes 30 questions sur les 30 questions sur One Piece, tout ça, bon. Et évidemment sur des questions comme quel fruit du démon choisirais-tu dans Bleach? Ouais. Donc là, évidemment, j'ai cherché d'autres questions. Et puis après, j'ai revu un petit peu entièrement mon tag pour voir s'il y avait des questions qui me paraissaient vraiment importantes. Et évidemment, en fait, j'ai quasiment tout refait parce que voilà, c'est vraiment un tag par rapport aux questions que je me suis... Comment dire, qui me sont venues en tête quand je me suis posé la question, voilà, qui sont les 30 questions les plus importantes à poser pour un fan de Bleach, pardon, je modifie un petit peu l'angle. Voilà, alors c'est parti. Donc j'aurais mis donc les 30 questions dans la description, et avant toute chose donc je vais essayer de nominer des gens, chose que je n'avais pas faite dans mon tag des 30 questions sur One Piece. Donc je vais nommer mon collègue et poteau du chapeau de paille, Samy, hein, donc Mugiwara no Samy. Donc évidemment lui il review Bleach, donc évidemment c'est la première personne à qui j'ai pensé, donc voilà, t'es nominé mon gars. Ensuite, alors évidemment là, j'essaie de lancer mon grappin très haut. Je vais nominer Gonzalo, parce que je sais qu'il review Bleach. J'ai toujours regardé ses reviews de Bleach, donc si jamais il tombe un moment sur ce tag, bim, voilà. Ensuite, je vais nommer Nava de la chaîne Asha. Encore un précieux youtubeur qui review Bleach, donc ça c'est très important. On n'est pas beaucoup les gars à reviewer Bleach, donc ouais. Alors, là je vais nominer plein de gens, hein, donc voilà, c'est... J'en profite. Et je vais nommer aussi un youtubeur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je crois d'ailleurs qu'il s'est remis à Bleach en vérité, c'était pour ça que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est Hiruzen TV, donc je ne connais pas trop bien sa chaîne. Mais un youtubeur qui review Bleach, les amis, ça ne se perd pas, d'accord? Vous le prenez, vous le cajolez. Et donc là c'est un petit peu au hasard, mais parmi les rookies de la nouvelle génération, parmi les supernovas des reviewers, s'il y en a qui review Bleach, eh bien je les nomine donc One Piece Belgium. Si jamais un jour tu crées la chaîne Bleach Belgium, voilà, tu es bienvenu sur ce tag. Et donc Kitaro et Kamal, mes collègues du Mont Corvo. Et le sensei de mon ami du chapeau de paille, Samy, le sensei, donc Captain Soup. Si jamais Bleach, donc, si jamais vous avez lu, hein, vous quatre, Bleach à un moment dans votre vie, participez à ce tag, ce sera très cool. Voilà les amis, nous allons donc pouvoir commencer, enfin, à répondre aux questions. Première question. Donc c'est les questions. Alors je vais pas jouer la surprise. Oh, c'est vraiment une question surprenante parce que c'est moi qui les ai écrites les questions. Donc ça voilà. Donc première question les amis. Que représente Bleach pour toi? Alors pour moi déjà Bleach c'est un univers qui est original. C'est quelque chose, si vous voulez, quand vous regardez One Piece ou Naruto, vous prenez des univers qui sont déjà des choses dans lesquelles les gens peuvent se reconnaître. Les pirates, les ninjas. Et à partir de là, Oda et Kishimoto ont fait un travail formidable. Mais ce que je veux dire avec Bleach, c'est que Kubo, il a littéralement créé de toutes pièces son univers. Les Shinigami, le Wekomundo, tout ça c'est des choses qui évidemment s'inspirent de la mythologie, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore Bleach, beaucoup de références aux mythologies, aux religions, mais il y a aussi un côté, un aspect très nouveau, très étrange, très curieux. La première fois que j'ai vu Bleach, en plus c'était le premier épisode, dès le premier épisode il y avait les premières OST de Bleach étaient très étranges, vous voyez, il y avait des espèces d'orgues, de machins, de trucs. C'était vraiment étrange et ça m'a vraiment capté tout de suite, ça m'a capté l'intention. Et je me suis dit, mais mon dieu, ce manga, il est vraiment en fait très original. Et de fait, même et ça j'y viendrai à la toute fin, c'est la dernière question,
le personnage principal aussi n'est pas traité exactement de la même façon que tous les héros de shonen. Et ça c'est très intéressant. Aussi, je trouve que les personnages dans Bleach sont toujours très hauts en couleur, ou ils ont soit un caractère design assez cool, soit des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Souvent les pouvoirs dans Bleach quand même ils sont très originaux aussi. Hein. Je veux dire c'est un peu dans seulement... Bon, il y a aussi Hunter x Hunter qui déploie souvent des pouvoirs assez chelous, mais dans Bleach, il y a vraiment ce côté... Bon, je suis sûr que vous pouvez me trouver des mangas qui ont des pouvoirs très chelous aussi, mais dans Bleach, si vous voulez, c'est pas comme dans One Piece où il y a un côté très what the fuck, ça c'est le côté One Piece, ça c'est vrai. Mais le côté Bleach, c'est un côté, voilà, souvent des pouvoirs qui finalement semblent vraiment s'inspirer de la mythologie, mais vous voyez, la mythologie souvent c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas juste Thor qui envoie des éclairs à partir de son marteau, vous voyez, c'est des trucs plus curieux, plus étranges, plus mystérieux. Et c'est ça que j'adore dans Bleach. Évidemment, vous avez aussi le Zanpakuto de feu de Yamamoto, hein. C'est bien aussi d'avoir de la simplicité, mais à côté de ça, vous avez le Zanpakuto par exemple de Kyoraku, qui s'inspire en Bankai, qui s'inspire du théâtre, et qui s'inspire des jeux d'enfants. Alors tout le monde pensait que c'était un Zanpakuto de vent, parce qu'il avait... Les premières attaques, c'était des attaques de vent. C'était génial, ça nous avait tous pris de court. Oui, donc je trouve que les personnages sont assez attachants en plus de ça, même si souvent, bon, Kubo, il commet des erreurs, hein, il oublie des persos, il y a parfois des aspoules, il y a des trucs qui sortent un peu de nulle part. Parfois, c'est pas tout à fait cohérent, mais faut avouer que les personnages de Kubo, ils sont, je trouve, attachants. Bien dessinés aussi, c'est un super point que je mets en avant, c'est que je trouve que parmi tous les mangas que j'ai lus, je trouve que le dessin de Kubo, c'est un dessin que je préfère, enfin, une espèce de pureté, une espèce de... Il capte toujours très bien les émotions dans les visages des personnages, et ça, faut le reconnaître quand même, c'est vraiment bien de la part de la plume de Kubo, c'est vraiment quelque chose qu'il faut reconnaître. Donc voilà, des très beaux dessins, beaucoup de références à la mythologie, et des pouvoirs originaux. Et donc, dans l'histoire, en fait, Bleach, c'est pas du tout mes premières lectures. Bleach, c'est vraiment un des mangas que j'ai connu... Enfin, je l'ai connu après One Piece, mais tout de suite, je me suis beaucoup plus senti... Enfin, comment dire, je me suis senti vraiment chez moi, happé, quoi, dans ce manga. C'est tout. Ça s'explique comme ça. Et malgré, vous voyez, malgré les erreurs de Kubo, malgré les faits que les ventes baissent ou qu'il est plus aussi populaire qu'avant, il faisait partie du grand trio, si vous voulez. Il faisait partie du grand trio avec Naruto et One Piece. Donc faut soutenir Bleach, les gars. C'est la fin de Bleach. Lisez Bleach. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de chapitres, mais franchement, vous perdrez rien. C'est un univers qui est tellement, si vous voulez, haut perché. C'est tellement, mais c'est chez père, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous voulez, c'est ça. Bleach, c'est quelque chose... Si vous aimez les batailles à la DBZ avec vraiment beaucoup de... Comment dire? Mais avec un drama un tout petit peu plus sombre, voilà, vous avez Bleach. D'une certaine manière. Je dis pas que ça ressemble à DBZ. Je dis qu'au niveau de l'échelle des attaques, si vous voulez, c'est un peu ce même délire. Mais voilà, c'est un peu plus surhumain que One Piece, si vous voulez. Donc voilà un peu pourquoi ce que représente Bleach pour moi. Deuxième question, les amis, opening et ending préférés. Alors, faut savoir que j'ai commencé Bleach avec un petit peu avec les chapitres, puis je vais tout de suite arriver vers donc les animés. J'avais commencé par regarder donc j'étais tombé sur le combat entre Kenpachi et Noitra en scan, et ensuite je suis allé le voir en animé en fait. Et mon dieu, la première fois que j'ai vu ce combat, j'étais comme ça, vraiment, ça m'avait complètement affolé. Enfin, c'était génial pour moi. Le combat entre Kenpachi et Ichigo aussi juste après. En plus, Kenpachi, je pensais que c'était un méchant, si vous voulez. Moi, je pensais vraiment que Kenpachi c'était un méchant. Je me disais, putain, il est super. Enfin, il est charismatique ce méchant, c'est dingue. Et donc, mes premiers. Alors, tout ça pour venir à la question des openings, bah, j'en ai pas trop vu beaucoup parce que souvent, quand je regardais sur internet les épisodes d'animé, non, mais c'est pas illégal, hein. Non. Non, je regardais sur internet et bah je cliquais, j'en avais marre de tout le temps voir le même opening. Mais il y en a quand même que j'ai laissé et que j'aime bien. Donc il y a l'opening 9 que j'aime bien. J'aime bien, allez le voir, il est assez cool. On voit tous les personnages avec de l'ombre un petit peu sur eux. C'est plutôt chouette et je crois que j'aime bien la musique, oui, j'aime bien la musique. Et deuxième opening que j'aime bien, c'est celui juste après, c'est le 10. Et celui-là il est cool parce qu'il est assez connu, si vous voulez. On voit Rukia, Orihime et Matsumoto qui font une espèce de danse comme ça là, et j'ai retenu ça dans mon crâne. Et il y a quelque chose aussi à noter, c'est que... Non, c'est qu'il y a un truc très chelou. Il y a un moment où on voit une image de Mayuri dans l'opening 10, et franchement... Aussi, attendez, on voit une image de Nemu, on voit une image d'un autre capitaine, et ensuite on voit une image de Mayuri. Vous mettez les deux images ensemble. En plus, quand on sait quel est le type de relation un peu père-fille entre Mayuri et Nemu.
J'en dis pas plus, allez voir en l'image, non mais vous verrez, c'est... Je n'invente rien, c'est pas moi qui... Non, vous allez voir. Et donc en ending préféré, là il n'y a aucun problème là pour le trouver. Par contre, je viens de me rendre compte que j'avais pas mis le numéro. Donc en fait, c'est l'ending Thank You Alligato en fait. Mais c'est idiot quand même que j'ai pas trouvé. Ah, c'est pas professionnel, ça dit donc. Alors, tac. Je crois que c'est le 2. Hein. En fait, cet ending, c'est une sorte de rap. Ouais, c'est le 2, c'est l'ending numéro 2. J'ai chanté tellement pour gagner du temps là en fait. Donc, non, voilà, c'est un ending qui est vraiment inoubliable pour moi. Allez le voir, franchement, il est génial. Il y a une version, il n'y a pas la version, je crois, officielle, il y a une version fan-made qui est vraiment très cool sur YouTube. Donc, voilà. Question numéro 3. Tac. Personnage préféré. Alors, mon personnage préféré, au-dessus de tout le monde, c'est Kyoraku Sensui. J'adore ce personnage, je trouve que... Déjà, son style est génial. Son Zanpakuto est extrêmement original. J'adore son côté un petit peu... alors, toujours sympathique, hein, ce sourire aux lèvres. Mais aussi un petit peu, si vous voulez, qui respecte pas forcément toutes les règles. Rappelez-vous quand il avait utilisé le truc pour vaincre le Sokyoku, pas le Ogyoku, hein, le Sokyoku au tout début de Bleach, il s'était battu contre Yamamoto, hein, il avait été... Donc là, ça c'est cool. Et aussi le fait que j'aime son côté un peu double dans son caractère. Un côté très gentil, très doux, très compréhensif, mais aussi un côté très impitoyable quand il s'agit de la guerre, un côté très froid, un côté très sombre. Et récemment, en fait, on a compris que c'était lié à une mélancolie intérieure de ce personnage, qui fait que il est très similaire à Stark, si vous voulez. Il a une espèce de faux sourire qui dissimule son aspect un petit peu mélancolique, son aspect triste, mais à l'intérieur, voilà, il y a une espèce de passé qui lui a... un espèce de fardeau qu'il a sur les épaules depuis qu'il est jeune. Et parce qu'il a assisté à la mort de sa mère et de son frère, pas de sa mère, de sa belle sœur et de son frère, et qu'il a rien pu faire pour ça, et qu'ils leur ont légué en fait ils lui ont légué un héritage pour chacun. Et donc voilà, j'adore ce personnage, je trouve qu'il est vraiment très profond, très touchant ce personnage. Et donc voilà, ensuite j'aime beaucoup la triade. Alors vous avez Dieu, Kyoraku, ensuite la Sainte Trinité, c'est n'importe quoi, mais donc Shinji, Stark et Isshin. J'adore Shinji parce que je trouve son côté très... Voilà, son côté très classe, avec la cravate. De toute façon, j'aime tous les personnages avec des cravates. Hein. J'aime Morel dans Hunter x Hunter, j'aime Sanji dans One Piece, j'aime Shinji dans Bleach, voilà. Je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment le pur hasard, mais... Donc ces personnages ne se ressemblent pas trop à part la cravate. Et donc voilà, son côté un petit peu classe, son côté un petit peu... toujours très tranquille, toujours très sûr de lui, même si des fois il devrait être un petit peu moins sûr de lui, c'est vrai. Mais voilà, il est toujours en mode un petit peu provoquant, et j'adore ce personnage. Contre Aizen, ils nous avaient tous bluffé d'ailleurs. Au début, on avait cru qu'il avait vaincu Aizen et c'était fort. Enfin, du moins qu'il était supérieur à Aizen avec son Shikai. Ensuite, donc, on a Stark. Stark, j'adore Stark. Stark est pour moi c'est un de mes Arrancars préférés. Et il est pour moi extrêmement touchant. C'est un des Arrancars, des Espada les mieux écrits pour moi. Le mieux écrit, le mieux rattaché à son aspect de la mort et à son péché capital. Moi, j'ai fait une théorie là-dessus, hein. Qui sont liés aux péchés capitaux. Donc pour moi c'est la paresse, la mélancolie. La paresse au sens l'acédie, c'est-à-dire la lassitude. La lassitude de la vie en fait. Le fait qu'il voulait plus se battre, c'est un petit peu... Je trouve que ça en dit long à propos de son personnage. Et donc voilà, je trouve qu'il est extrêmement touchant et que c'est dommage que Kyoraku n'ait pas voulu l'épargner, parce que Kyoraku a été très impitoyable sur ce combat, vraiment. Et Isshin, j'adore Isshin pour son côté... Voilà, pour son côté extrêmement comique et un petit peu... Ouais, je sais pas, ce personnage il m'a toujours plu, parce que derrière son côté comique, encore une fois, il y a un personnage beaucoup plus profond qui se cache derrière. Mais j'aime bien, toujours sourire aux lèvres, Isshin, et finalement c'est un mec assez balèze, donc j'adore Isshin. Ensuite, il y a donc 4 personnages que j'aime beaucoup. C'est Ginjo, grande classe. J'ai beaucoup aimé Ginjo dans l'arc des Fullbring. Mayuri pour moi, avec son caractère design absolument incroyable. Et Kensei, j'adore son pouvoir, j'adore son Bankai Kensei, je trouve qu'il est vraiment classe. Même s'il fait pas grand chose contre Mask. Mais j'adore Kensei, en plus son petit style avec les cheveux gris, vraiment il est beau gosse Kensei, attendez, hein, Non, Kensei il est vraiment classe. Hein. Même si, bon, il se fait un petit peu défoncer par Tite Kubo. Hein. Tite Kubo ne l'aime pas trop.
Et Ikkaku. Ikkaku était littéralement mon personnage préféré, le premier personnage que j'aurais considéré comme préféré. Après j'ai découvert Kyoraku, tout ça. Mais Ikkaku, avec son Bankai en plus, je trouve que... Comment ça se fait que Kubo voilà, n'utilise pas plus? J'en dirai un peu plus juste après. Donc quatrième question, Shikai préféré. Donc mon Shikai préféré, alors mes Shikai préférés, j'en ai plusieurs, c'est Benihime de Urahara. Je trouve qu'il est magnifique ce Shikai, même sous la forme Shikai avec son... C'est une belle épée sous forme Shikai, je trouve vraiment magnifique. Katen Kyokotsu, même les pouvoirs de Benihime sont cool en Shikai. Katen Kyokotsu, les pouvoirs en Shikai sont vraiment très cool, les jeux d'enfants, j'avais bien aimé. En plus avec la toupie qui fait une tornade de vent. J'adore les pouvoirs de vent moi. Donc Tengen. Alors vous voyez, Tengen c'est le Shikai de Komamura, on le voit pas beaucoup. Le Bankai, vous savez, c'est cette espèce de gros géant qui apparaît derrière lui et qui imite tous ses mouvements. Mais Komamura en forme Shikai invoque une espèce de bras, juste le bras, un petit peu translucide, mais qui est physique quand même. Mais je crois pas qu'il puisse prendre les dégâts. C'est pas comme son Bankai. Et en gros, ça répercute, enfin ça reprend les mouvements de Komamura. Mais je crois que ça n'a pas la lenteur du Bankai. Ça manque peut-être de puissance, mais je trouve que ce Shikai est vraiment génial. L'espèce de gros bras qui se matérialise derrière lui. Et qui est une espèce de bras un petit peu translucide, un petit peu comme du Kido. Avec la lame, hein, avec D'ailleurs, c'est le bras avec l'épée, hein, d'ailleurs. Donc voilà. J'aime beaucoup aussi Tachikaze, le Shikai de Kensei. D'ailleurs, je lui ai dit que je préférais son Bankai, mais non, en fait, je préfère plutôt son Shikai. Parce que le Shikai de Kensei, il est vraiment un petit peu il est à toute épreuve. Il y a des espèces de fils d'air, enfin, qui provoquent des explosions d'air. Il a les explosions littérales avec juste le poing. Enfin, les espèces d'explosions d'énergie. Je crois que l'attaque s'appelle Badatsuki ou je sais plus quoi. Il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah, on le voit juste à un moment couper et créer l'explosion. Enfin, éclater le holo. Enfin, le Menos Grande. Donc ouais, il est vraiment cool ce Shikai. Donc voilà. Nous avons également, et ça c'est mon dernier Shikai que j'aime bien, c'est Ichimonji de Ichibei. J'adore le concept en fait de la ligne, si vous voulez. Le concept de l'écriture du noir, en fait. Parce que c'est ça, c'est l'encre, si vous voulez. Mais c'est pas genre... parce que dans le manga, ça peut être interprété à darkness, si vous voulez, sombre. Mais c'est pas tellement ça. L'idée, c'est que c'est ce qui définit, en fait. C'est pour ça que son Zanpakuto, enfin son métier dans la Soul Society, c'est de définir le nom des choses, le nom des Zanpakuto, si vous voulez. Et quand c'est pour ça qu'il peut donner la force d'une fourmi à Joabak. C'est parce qu'il peut effacer... C'est comme s'il était l'écrivain, si vous voulez. Il peut effacer et réécrire dessus. C'est génial. Et en fait, le noir ici, c'est pas le noir pour l'ombre, si vous voulez. C'est d'ailleurs plus Kyoraku qui possède des pouvoirs comme ça. Mais pour Ichibei, c'est beaucoup plus le fait d'écrire. Et qu'est-ce que vous faites quand vous écrivez ou quand vous dessinez? Bah, vous utilisez du noir. Le noir est fait pour définir la forme des choses ou le sens des choses, si vous voulez, le sens des mots. Vous écrivez un mot, vous utilisez du noir. Vous dessinez une chose, vous utilisez du noir pour faire le contouring de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire le crayonné et tout ça. Donc voilà un petit peu pourquoi j'adore Ichimonji de Ichibei. Et je trouve que c'est encore une fois un des pouvoirs les plus originaux. Kubo il adore faire ça, il adore créer des pouvoirs super originaux et qui sortent de l'ordinaire. C'est pas tant qu'ils sont originaux, c'est qu'ils sortent de l'ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est cool. Qu'ils sont originaux. Moi j'ai dit qu'ils sont originaux, peu importe. Bankai préféré, 5ème question, voilà, Bankai préféré. Alors, mes Bankai préférés, c'est Kinshara Butodan, le Bankai musical de Rose. J'adore ce Bankai en plus sous la forme de cette espèce de poupée, c'était vraiment extraordinaire. Ryumon Ozukimaru, le Bankai extraordinaire d'Ikkaku, qu'on a vu qu'une seule fois les gars. On l'a vu qu'une seule fois, on l'a vu, ça fait au moins 500 chapitres qu'on l'a pas vu. Alors j'ai bien aimé le Bankai de Sasakibe Chojiro, vous voyez le mec que personne connaît dans Bleach. Un Brojiro comme j'aime à l'appeler. Mais voilà, ce mec là, si vous voulez, il était tellement touchant dans ces dernières scènes parce qu'on a vu que ce personnage finalement il était effacé mais qu'en fait il avait un pouvoir de dingue. Et si vous voulez son Bankai c'était un Bankai de foudre assez incroyable. D'ailleurs je crois qu'en fait son Shikai aussi était lié à la foudre. On l'avait vu dans l'épisode filler de l'arc des Zanpakuto, mais les Zanpakuto eux-mêmes étaient canons parce que c'était Kubo qui les avait désignés. Non ça c'est un anglicisme. Qui avait fait leur design. Et donc voilà j'aime beaucoup c'est Koko Gondryo Rikyu. Koko Gondryo Rikyu, c'est le nom de son Bankai. Question numéro 6, Zanpakuto préféré, dans le sens esprit. Mon esprit de Zanpakuto préféré, c'est Katen Kyokotsu. J'adore les deux, si vous voulez, la femme et la fille de Shunsui, c'est un petit peu ça, hein, ça forme une famille.
Et j'aime beaucoup aussi Sogyuno Kotowari, les espèces de deux petits enfants de Ukitake. Et je trouve que les deux ensemble, ça faisait vraiment des familles. La femme et la fille pour Kyoraku, et les deux fils pour Ukitake, qui se faisait vraiment malmener par ses enfants d'ailleurs. Donc voilà, j'aimais bien ça. Et j'aime bien aussi Senbon Zakura sous cette forme un petit peu... voilà, complètement hystérique quoi, enfin très impulsive, qui était un peu l'aspect qui décrivait le mieux Byakuya quand il était jeune, et qui a été conservé dans Zanpakuto de Byakuya justement. Donc c'est vraiment très drôle je trouve cet aspect là, et il y a des scènes géniales avec Renji, enfin le Zanpakuto de Renji, Zabimaru, qui est vraiment hilarante dans l'arc filler des Zanpakuto, vraiment très drôle. Et donc là pour cette question j'autorise que vous preniez les fillers, parce que bon, sinon il n'y en a pas tant que ça des esprits de Zanpakuto. Et j'aime bien évidemment l'esprit du Zanpakuto de Ichigo Shirosaki, c'est-à-dire Ichigo en blanc, celui qu'on croyait être juste le pouvoir du holo d'Ichigo, alors qu'en fait c'est le pouvoir du holo qui s'est mixé au pouvoir du Zanpakuto. Donc Zangetsu. Question numéro 7, résurrection préférée. Alors ma résurrection préférée c'est donc Los Lobos de Stark, avec les pistolets, génial, avec les Serros en plus, j'adore les Serros. Baragan. D'ailleurs, comment elle s'appelait celle-là, Baragan? Je sais que c'est Respira, non? Parce que cette résurrection, en plus, le fait qu'il se transforme en une espèce de roi des morts, là, avec son espèce de... si vous voulez, de squelette à la place de la tête, de crâne, extraordinaire. C'était vraiment incroyable. Et donc, sa résurrection s'appelle... Arrogante. Arrogante, en plus c'est génial. Arrogante, ouais, donc c'est vraiment un personnage excellent, et je trouve que sa résurrection était digne de ce personnage. Et en plus il avait encore plus de style en résurrection qu'en forme de base. Et en ce qui concerne le dernier, je dirais Ulquiorra. J'ai beaucoup aimé la deuxième résurrection de Ulquiorra, la Segunda Etapa, ouais, vraiment très impressionnant. En plus, là, il était vraiment effrayant, Ulquiorra. Donc, question numéro 8. Question numéro 8. Tac. Shinigami, Quincy, Holo ou Fullbring. Donc là, j'ai pris les différentes races qu'on peut voir dans le monde de Bleach. Alors, j'ai pas mis humain parce qu'évidemment, bon, si vous voulez être humain, soyez humain. Hein. Mais les Fullbring sont des humains. Donc, alors, Shinigami... moi je trouve que c'est ce qui apporte le plus de... comment dire, c'est ce qui est le plus cool, parce que techniquement je préfère les Zanpakuto aux Resurrection, je préfère garder une épée ou une arme plutôt que de me transformer entièrement. Quincy, j'aime pas trop les arcs à la base, je suis pas trop un archer, ni quelqu'un qui est amateur des armes à distance. Même si c'est vrai que certaines de leurs techniques sont cool, comme certaines de leurs pouvoirs en voice standing d'ailleurs sont plutôt cool, ou de leurs pouvoirs spéciaux. Et les holos sont cool, j'aime bien les Arrancar, mais si vous voulez, je vous ai dit, voilà, les holos c'est quand même... les holos de base, c'est quand même un petit peu du fodder pour les Shinigami, puis ils sont pas très beaux, même s'il faut quand même reconnaître que les masques des holos sont vraiment toujours très beaux, je trouve. Les masques des holos, c'est toujours des trucs très inventifs de la part de Kubo, et ça, faut vraiment le souligner. Enfin, Fullbring, je vais vous dire un truc, les Fullbringers, j'ai trouvé que c'est... certains étaient classe, comme Giriko, ou Tsukishima, ou Ginjo, mais certains étaient vraiment complètement ridicules, comme par exemple Riruka. Moi je trouve que Riruka, voilà, elle est complètement ridicule. Pareil, celle qui a, j'ai oublié son nom, celle qui a son pouvoir Dirty Boots, si vous voulez. Quand, alors, à la toute fin, elle est assez classe parce qu'elle a recouvert son corps d'une espèce d'essence, enfin de pétrole, donc elle est toute en noir, donc ça c'est assez cool. Mais le reste du temps, je trouve qu'elle manque d'un peu de classe. Mais à la fin, elle était quand même relativement classe, donc voilà. Mais si vous voulez, les Fullbringers, tu peux vraiment avoir un pouvoir ridicule. Et d'ailleurs, Giriko à la toute fin était devenue, quand c'était transformé, une espèce de Hulk géant, ridicule. Hulk à moustache, quoi. Non, tu fais pas ça. Heureusement, Kenpachi lui avait réglé son compte assez rapidement. Ensuite, question suivante, question numéro 9, Arrancar ou Vizard. Alors évidemment, là, vous pouvez vous dire pourquoi je l'ai pas mis dans la question d'avant. Et bien tout simplement parce que Arrancar et Vizard, ce sont des choses un petit peu plus différentes que simplement des races. Arrancar, ce sont des modifications, des transformations. Arrancar, c'est un holo qui devient un Shinigami, enfin qui obtient des pouvoirs de Shinigami, et Vizard, c'est un Shinigami qui obtient des pouvoirs d'Arrancar, de holo, pardon. Et moi, je préférerais nettement être un Vizard, parce que, techniquement, j'adore les Serros,
Et j'adore les pouvoirs de Zanpakuto. Donc techniquement, t'es un Shinigami avec un Zanpakuto qui peut tirer des serrons. Génial. Que demande le peuple, sérieusement. Donc voilà, en ce qui concerne les Arrancar, j'aime bien quand même, j'aime bien leur design, mais je ne suis pas, voilà, je préférerais quand même les Vizards, et donc je préférerais être un Vizard, et dans l'histoire, je préfère quand même les Vizards aux Espadas. Après, la question, c'est vraiment de savoir si vous préférez être un Vizard ou un Arrancar. Donc moi, je choisirais Vizard, voilà. Question numéro 10. Alors, attendez... Capitaine favori, bah là c'est simple, Kyoraku, en haut, tout en haut. Alors parmi les 13 capitaines originaux, hein. Capitaine favori, donc Kyoraku, je mettrais ensuite Mayuri, et voilà. Et voilà. Et donc, juste après cette question subsidiaire si vous voulez, lieutenant favori. Donc moi mes lieutenants favoris c'est Chojiro, Sasakime, oh on m'appelle. Ah non. On m'appelle pas, c'est juste un message. Je suis un homme du monde, pardonnez-moi. Tac, 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 hop, voilà. Donc, oui, j'aime beaucoup Chojiro, qui est pourtant un personnage qui a été beaucoup, voilà, un petit peu oublié. J'aime beaucoup sa rapière, ce pouvoir de foudre, c'est vraiment chouette. Et son petit côté un petit peu anglais avec sa moustache. J'aime beaucoup aussi Isagi, j'aime beaucoup Isagi. De toute façon, la division 9, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Donc voilà. En ce qui concerne les autres lieutenants, j'aimais bien, à la base, si on considère Ikkaku comme un lieutenant, même s'il n'est pas vraiment lieutenant, j'aime bien Ikkaku. Et j'aime bien aussi cette espèce de personnage qu'on ne connaît même pas le nom de son Zanpakuto, c'est... attendez, ne me dites pas que j'ai oublié son nom. Iba, le lieutenant de la 7ème division. Alors, 10ème question, mort la plus triste. Eh bien, je dirais la mort de Stark. C'est pas forcément la mort là qui a le plus d'impact dans l'histoire, mais c'est celle qui est pour moi celle qui a été le mieux amenée dans la narration en fait. J'ai été vraiment touché par cette mort. Stark était un des seuls Espadas pour lequel j'avais vraiment de la compréhension, de la compassion. C'était un personnage... Tous les Espadas étaient relativement compréhensibles, hein. Aucun n'était vraiment des méchants tout noirs si vous voulez. Mais en ce qui concerne Stark, il y avait vraiment quelque chose de touchant dans son personnage qui était vraiment terrible quoi, parce que face à Kyoraku qui est, si vous voulez, normalement un personnage qui est relativement compréhensif et qui est assez, voilà, qui peut avoir de la compassion, tout ça, là il était vraiment impitoyable, cruel, enfin pas cruel mais impitoyable, il utilisait des techniques un petit peu sales si vous voulez, le coup dans le dos, tout ça. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment horrible, parce que c'était mon personnage préféré contre mon deuxième personnage préféré, enfin je le savais pas encore mais voilà. Et vraiment, c'était terrible quoi, cette perte, cette non-connexion entre les deux, j'avais envie de vous dire, mais putain les mecs, regardez, vous êtes tellement similaires. Et c'était encore plus confirmé quand on a appris le passé de Kyoraku. Même Kyoraku jeune ressemblait à Stark si vous voulez. Donc clairement, là j'ai trouvé que c'était terrible parce qu'il méritait pas de mourir. Stark méritait pas de mourir, il méritait de trouver... il méritait de vivre tranquillement avec Lynette et puis qu'on l'emmerde pas quoi. Donc voilà, pour moi c'est une mort qui était vraiment très très triste. Question numéro 12, scène la plus marquante. Alors pour moi, une des scènes les plus marquantes, c'est Kenpachi contre Ichigo. C'était une des scènes que une des premières scènes que j'ai regardées en animé et dans le manga, enfin en animé. Et j'ai trouvé que ce moment-là était vraiment dingue. L'arrivée de Ichigo, il rencontre Ikkaku lui dit fais gaffe mon capitaine, c'est un truc de malade. Il rencontre la pression spirituelle, par la pression spirituelle il rencontre Kenpachi. Et ensuite, on voit commencer le combat, vas-y, je t'offre le premier coup, enfin c'était complètement dingue. Et la musique aussi qui était géniale, l'animation aussi durant cette scène était complètement dingue. Donc vraiment incroyable, scène incroyable. Et pour moi, le combat n'a d'ailleurs pas été perdu par Kenpachi, hein. Tout le monde dit ouais, Ichigo a vaincu Kenpachi, non. C'est vraiment un match nul. Là, il faut arrêter les conneries, c'est vraiment un match nul. Ensuite, le Bankai Ichigo, la première fois, Tensa Zangetsu contre Byakuya avec la musique Soft Strums, qui est vraiment génial. Et aussi le moment où, enfermé dans Senkei, il se transforme en Holo Ichigo en fait. Et ça, enfin pas en Holo complet, mais il met le masque, en forme bizarre. Et avec, c'était génial ça. C'était vraiment génial. Aussi le Bankai de Yamamoto, ça, scène incroyable, inoubliable, surtout mise en scène par un youtubeur très cool, allez le voir, qui s'appelle Soul Madness, et qui fait des vidéos à partir des chapitres de Bleach.
Et pour ceux qui voudraient un animé de Bleach, eh bien c'est un peu la seule chose qu'on peut se permettre aujourd'hui, c'est ça, c'est cette chaîne-là, elle est vraiment très très bien faite, donc allez-y, allez voir, c'est vraiment très très bien. Et donc ensuite j'irai la révélation d'Unohana comme étant la première des Kenpachi, donc ça c'était incroyable, surtout la première fois où on la voit se retourner comme ça, avec sa tête de psychopathe on peut le dire. Ce personnage qui ensuite a vraiment donné de la profondeur aussi à Kenpachi, le fait que Kenpachi, on peut l'interpréter comme on veut, mais le fait que Kenpachi et Unohana avaient une relation, pas forcément romantique ou amoureuse, vous voyez ce que je veux dire, mais une connexion entre les deux, que personne d'autre ne peut comprendre, à travers le fait de tuer des gens, mais pas que, le fait d'être les plus puissants, ces deux personnages voilà, avaient vraiment une connexion entre les deux que j'ai trouvé magnifique, et transcendée dans ce combat-là, ça on pouvait pas faire mieux. Et finalement, se transpercer, c'est un petit peu une façon de se dire je t'aime. Ah oui, ah non, j'ai des images qui me viennent, peu importe. Non mais c'est vrai, en ce qui les concerne, c'est un peu ça. Et ensuite, dernière scène, je dirais la révélation, la révélation du Kamikake d'Ukitake. Et alors ça c'est une première chose. Et une autre révélation par rapport à Ukitake, c'est le fait que Ginjo nous dise, et l'homme qui est derrière tout ça dans la Soul Society, l'homme qui dirige un petit peu, qui manipule tout, qui dirige toutes les ficelles, c'est... Et là on est tous là, on est... Qui Ukitake Jushiro. Et là t'es là, tu te dis, oh putain, Ukitake, le mec qui paraît gentil depuis le début, le mec qui est une espèce de mec tout doux, tout compréhensif, toujours, mais vraiment, le mec le plus gentil du Gotai 13, ce serait un méchant. C'était génial, ce moment-là était génial. En vérité, c'est un peu redescendu parce que Ukitake n'était pas un méchant, et Ichigo a fait preuve assez de maturité d'ailleurs pour comprendre et accepter ce fait-là, qu'il avait espionné un petit peu Ichigo. Mais j'ai trouvé que Ukitake, la révélation dans l'arc des Fullbringers, quand les gens disent qu'ils aiment pas l'arc des Fullbringers, ils sont jamais allés au bout, bordel de merde. Ils ont jamais vu le combat final entre Ginjo et Ichigo, ils ont pas vu ce moment-là. Putain, parce que c'était des moments géniaux dans le manga, faut arrêter les conneries. Le moment où on découvre que Ginjo est lui-même un méchant, putain, mais ce mind blown est vraiment génial. Non, vraiment les gars, c'est un super... c'est pas un super arc, on va pas se mentir, mais c'est un arc de transition qui fait son boulot. C'est un arc de transition qui fait son boulot, y a rien à dire. Voilà, donc question numéro 13. Alors, tac, Espada favori. Parce que c'est un petit peu mélangé sur mon ordi, j'ai les questions, mais elles sont pas vraiment dans l'ordre. Espada favori, ça va être très très simple. Stark et Noitra. Stark, j'ai un petit peu déjà dit les raisons pour lesquelles je l'aimais beaucoup. Même son caractère design, j'ai pas assez insisté, mais vraiment génial. Et Noitra, parce que je trouve que son histoire, alors déjà son caractère design avec la parabole derrière, la parabole Canal+ derrière sa tête, mais aussi le fait que... sa relation un petit peu torturée avec Nel, la relation entre les deux, un peu frère-sœur, j'ai trouvé que c'était magnifique. Et ce personnage est très touchant parce que c'est vrai, son aspect du désespoir et son aspect d'amour, et puis moi je l'ai un petit peu associé au péché capital de l'envie. Il envie tout le monde, il envie l'espada numéro 1, il envie tous les espadas qui sont devant lui. Il envie Nelliel qui, elle, comme une sœur protectrice, veut le protéger, mais lui, il prend ça comme vraiment un complexe d'infériorité, si vous voulez. C'est pour ça qu'il veut toujours prouver sa force à Nelliel et à tout le monde. Et ce personnage, si vous voulez, ce qui pourrait le définir, c'est un manque de confiance absolu en lui-même. C'est pour ça que les gens qui disent « Ouais, son péché capital, ce serait l'orgueil », non, pas du tout. Pas du tout. Noitra, c'est absolument l'inverse de Grimjo. Grimjo, c'est celui qui pense être le roi et qui, du coup, veut démolir tout le monde, il veut détruire tout le monde. Et dès qu'il y a une personne qui lui fait un petit peu face, alors là il pète des câbles et il est capable de trahir Aizen juste pour ça. De se battre contre Ulquiorra juste pour se battre contre Ichigo. C'est complètement dingue. Mais Grimjo est un bon personnage de ce point de vue-là. Mais Noitra, c'est tout l'inverse. Noitra, c'est un mec qui se dit mais tout le monde croit que je suis un faible. Et même au fond de lui-même, je pense qu'il se dit qu'il est faible. Et c'est pour ça qu'il a pas d'intérêt à vaincre Chad ou je sais pas quoi, parce que il sait déjà que Chad est plus faible que lui. Non, lui il veut se prouver qu'il est plus fort, il veut se le prouver à lui-même. Et du coup, c'est pour ça que ce personnage est très touchant. C'est que jusqu'à la fin, il veut prouver qu'il est plus fort. C'est pour ça qu'il le répète tout le temps. Olera, Olera. Je crois que c'est ce qu'il répète. Je suis plus fort. Et voilà. Et ce personnage, voilà, est super touchant de ce point de vue-là. Donc je l'ai bien aimé, même si c'est un enculé, même si c'est un gros connard, c'est un enfoiré, vraiment. Hein. Mais il se comporte pas. Vous voyez, c'est quand t'es un enfant, c'est un gosse, Noitra. Et
c'est pas voulu, c'est pas intentionnel sa violence, tout ça. C'est juste qu'il a pas confiance en lui et qu'il veut jouer un peu les gros durs alors qu'en fait au fond c'est un mec qui ne demandait juste que de la reconnaissance. C'est clairement ça. Donc voilà. Question numéro... Tac tac tac... Ah oui, avant de passer à autre chose, je dirais que le discours de Zomari à la toute fin de son combat, et aussi le fait, au tout début de son combat, quand il avait un petit peu fait preuve de sa vitesse face à Byakuya, et bah, c'est pas que c'est mon... Il figure pas parmi mes espadas préférés, mais clairement, je l'aime beaucoup. J'aime bien Zomari. Zomari, c'est un personnage que tout le monde déteste, personne l'aime, mais j'aime bien Zomari. Alors évidemment, sa forme Resurrection est dégueulasse, on est bien d'accord, mais moi je l'aime bien. Question numéro 14, Stern Ritter favori. Alors mon Stern Ritter favori, mes Stern Ritter favoris, je dirais Kirgeopi en premier. Voilà, Kirgeopi, j'adore ce personnage. J'aime beaucoup Askin Naklevar, très bonne personnalité, bon développement de personnage, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un personnage qui ne passera pas inaperçu. J'ai bien aimé Masque de Masculine, je trouve que ce personnage était drôle, mais aussi il était assez puissant et c'était pas juste un clown. Voilà, je trouvais que il était assez effrayant au bout d'un moment quand même, Masque de Masculine. Pas quand il passe en Volt Standing, là en Volt Standing il est un petit peu moins impressionnant. Mais sinon c'était pas mal. J'ai bien aimé aussi Lily Barrow en forme Black Barrow, c'est-à-dire en forme base, hein, si vous voulez, en forme basique. Pas quand il se transforme, quand il se transforme je l'aime moins, puis même son caractère change quand il se transforme. Donc voilà. J'ai bien aimé aussi BG9, le stériliseur K, on sait pas encore sa lettre. Donc que ce soit The Knowledge ou The Night, je sais plus. Mais enfin voilà, donc ce personnage était vraiment cool. Simplement c'est par son caractère design, je pense que je l'aime bien, mais aussi le fait que ce soit un analysateur, je sais pas si ça se dit. Il analyse la situation et c'était vraiment comme un robot si vous voulez. Mais il avait aussi une gueule un peu de chevalier, j'aime bien ce personnage. Et on ne sait pas s'il est mort. On sait que Kangdu est potentiellement mort, mais on ne voit pas la suite de la scène où Ashvald aurait potentiellement exécuté BG9. Bon, il aura très certainement exécuté BG9, mais bon, à mon avis, bon, on le retrouvera pas, mais bon, quand même, bon. Les dernières stérilisateurs que j'aime bien, c'est Giselle. J'aime beaucoup Giselle, je trouve que c'est un stériliseur très très drôle. Je dis bien un, parce que c'est apparemment un homme, c'est un homme, mais voilà, non, il est excellent ce personnage, franchement. Ça fait partie des stérilisateurs qui ont été développés, hein, du moins un minimum, et c'est plutôt cool. En plus, ces moments de psychopathie avec Bambietta quand il commence à la bouffer, enfin moi c'est pire, en plus c'est un côté sexuel avec ce personnage qui est vraiment étrange et... Mais vraiment ce personnage était cool, il était cool, je dis ça parce qu'a priori il est mort donc bon. Donc voilà. Question numéro 15, personnage féminin préféré. Donc personnage féminin préféré, ça va être assez simple, Nelliel. Voilà, Nelliel, même en forme bébé j'adore, je trouve qu'elle est très très drôle. Je sais que certaines personnes peuvent la trouver un petit peu chiante, moi je l'aime beaucoup, elle me fait rire. J'adore son doubleur en japonais. Mon chapeau m'énerve un petit peu. Et si vous voulez, j'aime bien aussi son aspect beaucoup plus sérieux en forme résurrection, enfin et en forme adulte. J'adore vraiment comment elle. Bah je sais pas, j'aime bien ce qu'elle dégage si vous voulez. Donc ouais, très certainement Nelliel, y a aucun doute. Je fanboyise complètement devant Nelliel. Et la relation de Nelliel et Neutra en plus, ça a complètement aidé. J'adore vraiment, j'ai beaucoup aimé son combat, enfin tout le passage concernant Nelliel, quand on apprend que c'est l'espada numéro 3, tout ça. Voilà, Nelliel pour moi c'est... Et j'ai vraiment... En plus, elle est tellement... Enfin je sais pas, c'est drôle, tous ces passages avec Kijo sont drôles, et puis ça change un petit peu de Orihime, voilà, c'est une vraie... En plus c'est un personnage féminin fort si vous voulez, c'est pas comme... je veux dire, Matsumoto elle est forte mais elle a des faiblesses. Rukia c'est un personnage qui est fort au niveau de son caractère mais qui est pas non plus la plus forte des personnages féminines. Et Orihime elle est très faible donc bon voilà. Donc voilà, Nelliel. Question numéro 16, dans quelle division du Gotei 13 entrerais-tu? Et je ne compte pas la division 0 parce que c'est trop cool la division 0, franchement il y a personne, t'es tranquillement dans ton palais, il y a jamais de guerre, donc voilà, non, ça c'est vraiment... c'est le poste que tout le monde choisirait, mais dans le Gotei 13, alors je vous rappelle déjà vite fait quelles sont les 13 divisions et finalement quels sont leurs rôles dans la Soul Society. Donc la division 1 c'est celle de Yamamoto,
Elle dirige le Cereteil et en gros c'est un petit peu celle qui chapeaute tout le monde, même les lieutenants, même en fait le simple membre basique, il faut déjà qu'il ait ce soit un vétéran si je puis dire. Et il y a aussi l'activité thé, thé de Yamamoto, vous voyez le thé, il sert le thé donc voilà c'est une petite activité sympa. Et donc voilà, première division c'est ça. Deuxième division c'est chargé des missions d'espionnage, tout ça, c'est dirigé par Historyphone. Troisième division c'est dirigé par Kira. Et en gros, ça concerne un petit peu. C'est un peu une division dont on sait pas trop ce qu'elle fout, mais on sait qu'elle s'occupe de la relation avec les troupes du Kido, les troupes de la division, enfin, vous savez, du corps des nécromanciens, et aussi des portails. Elle est chargée voilà, le bon fonctionnement des portails. Enfin, des portails avec le monde, les autres mondes, quoi. Quatrième division, donc, c'est celle de Nohana, division de soins et de ravitaillement, un peu la division, un peu service, quoi, si vous voulez. Cinquième division, on sait pas vraiment pour le coup. Pour le coup, cinquième division, c'est celle d'Aizen, celle de Shinji. Ça doit être plutôt cool comme division, on sait pas trop à quoi elle correspond. Sixième division, c'est celle de Byakuya, c'est celle qui s'occupe de toute l'administration interne du Cereteil. Voilà, tout ce qui est en gros, toutes les enquêtes internes, quoi. Si vous avez un souci dans la Soul Society, dans le Gotei, si vous voulez, dans le Cereteil, vous allez voir Byakuya. Voilà. Et aussi, c'est lié à... il y a aussi l'activité calligraphie. Voilà, si vous aimez la calligraphie, la 6ème division est pour vous. 7ème division, c'est celle de Iba et de Komamura. Et cette division, c'est une division de combat, mais une division de combat un peu plus chevaleresque, si vous voulez, qui met en avant la virilité, voilà, vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. C'est d'ailleurs Iba, le chef de l'organisation des hommes de la Soul Society. En face, vous avez l'organisation des femmes de la Soul Society dirigée par Yachiru. Donc voilà, donc là on a une division un petit peu à l'image de Komamura, c'est-à-dire très chevaleresque, un petit peu différente. Il y a une rivalité d'ailleurs entre la division 7 et la division 11, qui est aussi une division de combat, mais là ils sont totalement brutaux. Division 8, alors, pareil, la division 8 c'est une division un peu inconnue, mais on sait qu'il y a beaucoup de fêtes, parce que c'est Kyoraku qui a sa tête, mais qu'ils se font aussi pas mal punir par Nanao. Donc c'est comme vous voulez, si vous voulez. C'est une division un petit peu... Je crois qu'on ne doit pas foutre grand chose dans cette division, mais il doit y avoir beaucoup de paperasse. Mais c'est Nanao qui doit s'en occuper de tout ça, je pense. Alors non, pas question numéro 9, 9ème division. Alors la 9ème division, en gros, ils s'occupent de la sécurité. Voilà, division 9 c'est la sécurité, mais ils jouent aussi le rôle du journal. Il y a aussi un aspect culturel, je crois, j'avais lu ça. La 9ème division, elle a mis beaucoup l'aspect sur la culture, tout ça. Et il y a aussi le côté un petit peu, voilà, le côté un petit peu lié à Toussaint, la peur, qui est très lié à Toussaint et à Isagi. Et le journal, qui est dirigé fièrement par Isagi, donc voilà. 10ème division, c'est la division stratégique, division tactique. Pareil, une division militaire, mais aussi un petit peu... voilà, c'est la division tactique, c'est celle de Toshiro. Et il n'y a rien d'autre à dire, voilà, une division de combat, mais plus stratégique. Et division 11, bah évidemment la division liée au combat, le combat brutal, c'est la première ligne quoi. Division numéro 12, évidemment la division technologique, hein, avec Akon, Mayuri, Urahara qui est son créateur. Et division numéro 13, qui est celle de Rukia, de Kaien, de Ukitake, qui est celle qui est chargée de la surveillance du monde terrestre. Ukitake, c'est d'ailleurs lui qui avait initié le projet d'espionnage sur Ichigo. Et aussi, je crois que Kuromadani, le mec qui... Bah, en fait, tous les Shinigami qui surveillent le monde terrestre font partie de la division 13. Kuromadani, vous savez, le Shinigami avec l'afro, c'est celui qui est dans la division 13, je crois. Donc moi, j'entrerai dans la division 9, parce que j'aime bien Kensei, j'aime bien Ishagi, et j'aime bien l'aspect culturel de cette division. Et j'aime bien le journal. Voilà, ça me ferait bien rigoler ce journal, donc voilà, division 9. Question numéro 17. Alors, ah oui, quel host favori? Alors, moi, mes hosts favoris, ce serait... alors, j'en ai 15 en tout que j'aime beaucoup. Creeping Shadows, un des premiers, très très étrange, très... Il définit Bleach pour moi. Power to Strive, qui est aussi le thème de Grimjo, qui est génial, franchement, un host de combat vraiment incroyable. Donc nous avons ensuite On the Precipice of Defeat, qui est pareil comme Creeping Shadows, un des premiers que j'ai entendu, et c'était vraiment qui me mettait tout de suite dans l'ambiance de Bleach. Ensuite Muramasa, qui fait partie de Lost 4, il me semble, et qui est vraiment extraordinaire. C'est un petit truc un petit peu jazzy, ça sort complètement de tout ce qu'on a entendu dans les OST de Bleach, et c'est vraiment très très cool, moi je l'aime bien. Bon après, je comprendrais que ça
enfin, ça me plaise pas à tout le monde, mais moi j'aime bien le jazz, donc j'aime bien ça. Nightmare ensuite, que j'associe davantage comment il s'appelle, The Mary, parce que c'était la musique qui passait quand il faisait son discours avant de mourir, donc c'est plutôt cool. Alors, Fade to Black, B13A. Les chansons venant du film Fade to Black n'ont pas été nommées. Elles ont juste des annotations B13, B03, B124. C'est un peu bizarre, mais elle est connue comme s'appelant B13A, Fade to Black B13A. J'associe un petit peu à Komamura, mais aussi à Isagi. C'est une host de combat qui est géniale. Vraiment, je suis sûr que vous la connaissez. Elle est vraiment extraordinaire, cette host. Il y a aussi également State of Emergency. L'OST de l'apparition de Ishin, et à la fin, en fait, elle est très très courte, c'est 40 secondes, mais à la fin, il y a des espèces de cuivre, enfin des corps. J'adore cet instrument. Vous verrez, aller l'écouter, c'est pas long. Ensuite, j'aime beaucoup Diamond Dust, qui me fait penser à Toshiro, hein, c'était l'host du film The Diamond Dust Rebellion. Hein. Et elle est très jolie avec des violons et un petit peu un mélange de musique occidentale et musique orientale. C'est vraiment stylé. C'est stylé. Ok. Ensuite, Darkness, qui est un OST unreleased, donc il n'est pas officiel. Il a été fait de manière par un fan, quoi, hein, comme j'en fais parfois sur ma chaîne. Et donc, c'est celle qui passe quand Gin explique son Bankai, tout simplement. Soul Society, maintenant, c'est un OST qui n'existe pas sur internet, mais je vais le mettre. Il est une release, hein, mais je l'ai trouvé dans un. J'ai réussi à le télécharger, et donc je vais le poster sur ma chaîne sous peu. Donc il est vraiment stylé. Il me fait penser à Neutra, moi. À un moment où Neutra, je sais pas, il était là, mais il y avait cette musique. Voilà, j'ai associé à Neutra. Mysterious, qui est un OST qui passe, je crois qu'il est passé pendant l'arc Fullbring, et c'est pour ça que je l'associe souvent au Fullbringer et à Ginjo. Qui est très rock, enfin pas très rock, mais avec un joli solo de guitare qui est vraiment stylé. Soft Strums, alors Soft Strums, c'est pareil, il est unreleased, mais c'est celui qui passait pendant le première fois qu'on avait vu le Bankai d'Ichigo. Donc vraiment, je l'ai associé à Ichigo très facilement, il est génial cet host. Avant-dernier, c'est Escalon, pour moi c'est celui qui définit un petit peu les Vizards, et surtout Shinji. Et c'est un peu pour représenter un petit peu les OST de la deuxième OST, qui était toutes les musiques un petit peu espagnoles, si vous voulez. Et pour moi, Escalon, c'est vraiment un des plus emblématiques. C'est celui qui fait il est génial celui-là. Et dernière OST que j'adore, c'est Battle Ignition. C'est celle qui passe la première fois qu'on voit Ukitake et Kyoraku face à Yamamoto en train de libérer leurs Zanpakuto. Et vraiment, elle est géniale, la musique passe vraiment bien. Et elle est assez rock et j'aime bien. Donc voilà, je mettrai les liens dans la description pour aller les écouter comme vous voulez. Question numéro 18. Arc préféré. Alors moi, j'aime beaucoup tous les arcs de Bleach. J'en ai pas de préféré. Il y a beaucoup moins d'arcs de Bleach que d'arcs dans One Piece par exemple. Mais je dirais Wekomundo. Parce qu'il y a vraiment un aspect infiltration. Avec Dordoni, les Privaron Espada. Puis vraiment, on a l'impression qu'ils vont en chier les Shinigami. C'est vraiment pas gagné du tout. Je dirais également la Soul Society, le deuxième arc du coup. Et après je les aime tous vraiment je les aime tous pareil. Et si on devait penser, alors quel arc filler préféré, et contre toute attente je vais vous dire les Bunt. Oui, j'ai trouvé que les Bunt c'était un arc qui... Aussi parce que les Bunt, contrairement à tous les autres arcs filler, ils se plaçaient en fait dans le cours de l'histoire. Et Jin Kariya, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très charismatique, assez inoubliable. Et truc de dingue, Jin Kariya apparaît un moment dans l'animé, dans une scène canon de l'animé, du manga. C'est un moment où Ichigo revoit des anciens combats qu'il avait menés. Il voit le combat contre Byakuya, il voit le combat contre Kenpachi, et il voit le combat contre Jin Kariya. Ça, je trouvais que c'était génial parce que ça montrait qu'en fait, l'arc Bunt, c'est un arc qu'ils ont vraiment travaillé. Et c'est sûr, il est très long cet arc. Il est assez long et il est un petit peu ennuyeux au bout d'un moment. Mais c'est un arc filler qui est vraiment travaillé. Et je comprends que les gens n'aiment pas trop parce qu'ils lisaient le manga et ils s'attendaient vraiment à l'arc Komundo comme des dingues. Mais je trouve que c'est le premier arc filler, les gens ont tous craché dessus. Mais il était pas trop mal. Et mon deuxième arc filler préféré, c'est l'arc de la rébellion aux Zanpakuto, tout simplement, qui était vraiment très cool, avec les Zanpakuto qui ont été designés. Ça veut rien dire, à chaque fois je dis ça, qui ont été dessinés par Kubo. Voilà, donc un arc assez sympa pour cet aspect-là. Question numéro 19, Rukia ou Orihime et Yoruichi ou Matsumoto. Alors évidemment, Rukia ou Orihime, c'est quel est le love interest de Ichigo, et Yoruichi ou Matsumoto, quel est la personnage, quelle est entre les deux la plus sexy.
Donc je dirais, pour commencer, je préfère Rukia. Je préfère Rukia parce que je trouve que elle est beaucoup plus forte, je veux dire en termes de caractère, elle a une relation beaucoup plus intéressante je trouve avec Ichigo. Notamment par exemple on le voit très bien à la toute fin, à la fin de l'arc Karakura Town. Enfin non d'ailleurs c'est dans l'anime c'est à la fin de l'arc Nozomi. D'ailleurs un arc que je déteste. Ah tiens j'expliquerai pourquoi je déteste cet arc dans une autre vidéo. Et bah voilà, j'ai trouvé que voilà, on voyait quand elle disparaissait parce qu'Ichigo perdait ses pouvoirs et du coup ne pouvait plus la voir. C'était vraiment émouvant ce passage-là. Et en fait, finalement, c'est elle qui est depuis le début, elle est avec lui. Et je sais pas, enfin, je préfère nettement Rukia. Je trouve que ses interventions dans le manga sont toujours beaucoup plus subtiles. Et même si je déteste pas Orihime, mais elle est un petit peu, des fois, elle est un peu insupportable Orihime. Elle est mignonne, mais des fois, elle fait vraiment chier, quoi. En ce qui concerne Yoruichi Matsumoto, j'aime beaucoup Matsumoto, elle me fait beaucoup rire, son aspect un peu milf, un petit peu cougar avec Kira et Sagi. Mais préfère Yoruichi quand même. Yoruichi, je sais pas, elle est quand même beaucoup plus... Comment dire, alors, en termes de beauté, si vous voulez. Les deux se valent, même si je suis pas un grand fan des seins énormes. Voilà, ça me gêne un peu au bout d'un moment. C'est ce fanservice beaucoup trop... Même s'il n'y a pas beaucoup de fanservice dans Bleach, faut le reconnaître. Pour moi, c'est un petit peu trop gros. Enfin, je sais pas, c'est un peu extrême, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est pas trop pour ça que je vais les juger. Non, je trouve que, voilà, Yoruichi, elle a un côté... puis les derniers chapitres avec Urahara est vraiment très très drôle, quoi. Mais un côté sexy bien utilisé. Ça que je trouve bien. C'est un fanservice qui est subtil. Voilà, c'est ça que je dirais. Ensuite, question numéro 20. Urahara ou Mayuri? Et alors là, on a une question intéressante, je trouve. Je suis un peu fier de ma question. Parce que c'est les deux scientifiques, mais aussi deux personnages très intéressants et originaux, en fait. Et de ce fait-là, moi, je dirais que je préfère Mayuri. Même si j'adore Urahara, Mayuri, je l'adore. Comment expliquer ça? J'adore son côté un petit peu savant fou, encore plus poussé que Urahara. Urahara, il a un côté savant fou, mais qui n'est pas aussi poussé que Mayuri dans le côté un peu psychopathe, si vous voulez. Urahara, faut se méfier, hein. Des fois tu sens que c'est limite, dans les expériences qu'il fait, c'est assez limite. Mais Mayuri, il a ce côté un petit peu excentrique, si vous voulez, que j'adore. De fait aussi, dans ses tenues, les différentes tenues de Mayuri, elles sont excellentes. Enfin, la casquette sur le côté, le casque de pharaon, la tenue qui s'illumine, les espèces de couronnes cheloues au-dessus de la tête, enfin bon, c'était génial ça. Donc voilà, question numéro suivante. Selon toi, donc, un top 3 des Shinigami les plus puissants, top 3 des Shinigami les plus forts, top 3 des Shinigami les plus rapides, et top 3 des Shinigami les plus intelligents. Ah, c'est une question chiante, je sais, mais c'est une question que j'aimais bien. Pour moi, donc, les 3 Shinigami, alors pas personnages, Shinigami les plus puissants, c'est Ichibei, Yamamoto et Kyoraku. Voilà. Alors après, j'irais aussi Urahara, mais Urahara, je l'ai mis dans une autre catégorie. Donc, puissant, si vous voulez, c'est un petit peu un ensemble. C'est le Reiatsu, l'expérience, le pouvoir de Zanpakuto, la capacité d'utiliser du Kido. Donc voilà. Et je dirais qu'on peut aussi rajouter Unohana dans ce style. D'ailleurs, Unohana et Kyoraku mis un petit peu ensemble. Donc, Shinigami le plus fort, je dirais... J'ai pas de troisième, je dirais Kenpachi et Komamura. Pour les plus forts physiquement. Et techniquement, je n'en ai pas d'autres. Vraiment, vous pouvez vous limiter à un top 2 si vous voulez. Après, pour les plus rapides, Yoruichi, Soifon et Byakuya. Je pense que c'est assez facile à déterminer. Et en ce qui concerne les plus intelligents, selon moi, c'est Urahara, Mayuri et Ukitake. Voilà. Urahara pour son côté, cette versatilité, cet aspect qui s'adapte à tout. Mayuri, son incroyable... sa prodigalité scientifique. Je sais pas si le mot existe, mais ça va bien. Et Ukitake, parce que c'est un personnage assez fin, Ukitake, il est très intelligent. Rappelez-vous, quand Aizen s'était révélé, celui qui s'était avancé pour parler à Aizen, c'était Ukitake. Il y avait une espèce de... Voilà. De mise en miroir, Aizen Ukitake. Et quand on apprend que c'est Ukitake qui est derrière tout la surveillance de Ichigo, après l'arc Fullbringer, tu te dis qu'Ukitake c'est un personnage assez intelligent. Et le fait que... Enfin bon voilà, Ukitake pour moi il est... et j'espère qu'on le reverra d'ailleurs. Question numéro suivante. Alors, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à Kubo? On sait que Kubo est capable du pire comme du meilleur. Mais quand il fait des choses pas bien,
moi ça m'énerve. Et donc du coup j'ai fait une liste de choses que j'aurais à reprocher à Kubo si je pouvais le voir en face de moi. Donc ce serait, premièrement, ne donner qu'une seule attaque à Ichigo. Bon, ne pas assez développer Chojiro et le faire assommer par Ichigo dans le premier arc, alors qu'après on nous dit qu'il avait un super Bankai et qu'il était très puissant et que d'ailleurs c'était le lieutenant de la première division, on s'attendait vraiment à ce que ce soit plus puissant. Et je pense d'ailleurs que c'est un Shinigami le plus puissant malgré tout, malgré ce qu'on en a vu dans le premier arc, dans le deuxième arc pardon. Troisième chose, ne pas assez développer Chad. Bon sang de bois, pourquoi on ne développe pas assez Chad? Même dans l'arc Fullbringer, il n'a pas été assez développé alors que c'était censé être son arc, bon sang de bois. Et en plus de ça, j'attends vraiment un power-up, j'attends vraiment un power-up pour Chad, et j'aimerais bien qu'il puisse utiliser les techniques de Fullbringer qu'on l'avait vu utiliser, genre Bringer Light ou tout ça. 4. Ne pas développer le pouvoir spécial d'Orihime qui était censé être un truc de ouf sous l'arc Aizen, dans l'arc Wekomundo, où on nous disait oui, elle est capable de faire revenir de faire revenir dans le passé, de nier la réalité, c'est complètement dingue. D'ailleurs, face à Joabak, ce serait peut-être complètement la clé, ce pouvoir-là, finalement. Donc précipiter la guerre avec Aizen aussi, on nous avait dit ouais Aizen il va rassembler 10 Vastolordés et ensuite de ça, à la suite de ça il va envahir la Soul Society, et non finalement ça a été très rapide, il avait que 3 Vastolordés et puis voilà. Ensuite, donner des transformations cheloues aux personnages noirs. Ça je comprends pas. Pépé, il se transforme en une espèce de pédophile avec une couche. Zomari il se transforme en une espèce de courgette rose. Alors qu'avant il était stylé. Toussaint il se transforme en une espèce de mouche. Lily Barrow il se transforme en une espèce de coq dégueulasse. Bon, Nananana il était dégueulasse dès le début. Y a que Love finalement qui n'a pas de transformation chelou. Même Yoruichi, bon sa transformation est plutôt cool, mais elle se transforme en une espèce de chat assez bizarre. Ils ont tous une transformation bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Je me répète beaucoup, mais pourquoi? Pourquoi c'est très curieux, je ne me l'explique pas. D'ailleurs, j'espère que je n'oublie aucun. Non, enfin, je veux dire, c'est déjà beaucoup. Ensuite, donc, pas faire d'arc lié aux enfers. Et oui, les enfers, c'était un des 4 plans de la réalité qui était dans Bleach. Par exemple, il y avait le Wekomundo, la Soul Society, le monde des humains, le monde terrestre, et donc les enfers. Les enfers n'a pas trop été développé dans l'œuvre canon, si vous voulez. Mais il y a eu un arc, il y a eu un film, filler, dédié aux enfers. Et donc moi je pense que ça aurait mérité un arc et pas simplement un film. Je sais, le film je l'ai pas encore vu et apparemment c'est un bon film, mais bon moi j'aurais préféré un truc un peu mieux. Sinon, trop de Sternritter. C'est pas tant qu'il y en a trop, mais c'est trop de Sternritter pas assez développés. Jérôme Gisbat, Bérénice Gabrielli, Lloyd, c'est-à-dire l'autre frère de Royd, enfin bref. Enfin, c'est-à-dire ces deux-là, c'est... Bon, ils étaient un petit peu développés, ils ont eu une page consacrée à leur passé. Qui y a d'autres qu'on n'a pas... Bah, Nanana, les 3 filles, enfin non, les 5 filles faisant partie de... Enfin, les girly, là, les Sternritter girly, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, oui, je suis sûr qu'il y en a plein que j'oublie parce qu'ils m'ont pas marqué. Pourtant, il y en a certains qui sortaient du lot. Basby, Ashvalt, Askin... oui, Robert Acutron, qu'est-ce qui... On sait rien de lui, on sait même pas le nom qu'il a, on sait que c'est Sternritter N, on sait même pas le pouvoir qu'il a. Je veux dire, ça paraissait comme un personnage assez proéminent. Il paraissait, je sais pas, il semblait être un personnage qui avait de l'expérience, et finalement, non, on n'a rien sur lui, donc bon, bah, c'est dommage. J'espère qu'on en apprendra quand même plus dans un flashback, peut-être. Enfin bon. Avec Fair Off Screen, les combats entre gardes royaux et Stuffzafel. Alors, pour moi, ça c'est une des plus grandes hérésies. On a eu le combat entre Ichibe et Joaba qui était très cool, mais j'aurais aimé quand même voir le combat entre, je sais pas, Kirinji et je sais plus qui, enfin, les combats avec Kirinji, Shutara, Nimaya, on l'a un petit peu eu, Nimaya, on l'a un petit peu vu combattre, mais on n'a pas vu leur Zanpakuto, par exemple, on n'a pas vu du tout le Zanpakuto de... On a un petit peu aperçu le Zanpakuto de Kirinji qui semble être un Zanpakuto lié à la lumière, mais à part ça, on n'a rien vu du tout. On n'a pas vu non plus le Zanpakuto de... je sais même pas quel est son nom, c'est Kirio, c'est ça, la grosse qui se transforme en belle femme. Autre chose, oublier Ikkaku et oublier son Bankai. Pourquoi ne pas avoir plus utilisé Ikkaku? Pourquoi? Alors que au début, on avait eu le sentiment qu'il commençait un petit peu à intégrer l'équipe des personnages principaux avec Renji, tout ça. Il faisait partie un peu de ces personnages qui gravitaient autour de l'équipe de la Team Ichigo, comme Toshiro,
Yumichika, Rangiku, tous ces personnages gravitaient autour de l'équipe d'Ichigo, et on pouvait penser qu'au bout d'un moment, ils allaient l'infiltrer, cette équipe, qu'ils allaient devenir des personnages principaux, dont on allait assister au développement, à l'évolution. Et finalement, non. On a eu le Bankai d'Ikaku, on était là, et après, on est tous retombés. Et ça, c'est de la faute de Kubo. Kubo, il a délibérément oublié Ikaku, et je lui demanderais toujours de ne pas l'avoir amené au palais royal avec Erenji pour recevoir un enseignement plus poussé et pour pouvoir réparer son Bankai. Franchement, ça m'a énervé, et je trouve que, voilà, Ikaku, maintenant, il est juste là à remplir les cases quand il faut mettre un petit peu des faire-valoir pour d'autres combats, mais pour d'autres capitaines. Mais franchement, voilà, Ikaku maintenant. Alors j'espère qu'on va revoir son Bankai. Ça fait plus de 400 chapitres qu'on n'a pas vu son Bankai. Est-ce que vous vous rendez compte? Ensuite, défoncer constamment les Vizards. Les Vizards, personnages trop cool, qui sont vraiment en plus les moutons noirs de la Soul Society, qui sont vraiment des mecs cool, quoi, classe, ils ont des caractères design sympas, ils ont des pouvoirs originaux, et non, ils n'ont pas gagné un seul combat. Pas un seul. Shinji contre Grimmjow, voilà. Mais sinon, Rose et Love se font défoncer, Rose et Kensei se font défoncer contre Mask. Kensei, on l'a pas vu se faire défoncer contre Wonderweiss, mais on l'a pas vu non plus gagner. Shinji se fait défoncer contre Aizen. Enfin, il se fait pas défoncer, mais encore une fois, voilà, c'est toujours des et puis boum, comme ça. Et de la même manière, on n'a pas vu le troisième acte du Bankai de Rose. Rose et Kensei n'ont servi que de faire valoir pour Renji. C'est insupportable, voilà. Kubo, aime tes personnages, nom de Dieu. Tu crées des bons personnages, aime-les, voilà. Ensuite, ne pas assez utiliser Isshin et Ryuken. Qu'est-ce que foutent Isshin et Ryuken? Ils sont où? Je veux dire, Isshin, père d'Ichigo, comment ça se fait que c'est un des personnages qu'on voit le moins dans l'histoire? Ryuken, père d'Ishida, il est où? Dans un arc sur les Quincy. Et dernier, où est Tessai? Tessai, qui était censé être le mec le plus badass du monde quand il avait balancé son Shinten Raiho sur Aizen. Le mec qui est censé être le pro ultime d'Aikido. Plus fort qu'Unohana, plus fort que son disciple Hachigan. Il est où? Il est où? Il joue les barman avec Urahara, c'est tout? Non mais attendez les mecs là. Non, Kubo, faut que tu nous ressortes Tessai avant la fin. J'espère vraiment qu'à la fin on va avoir Ryuken, Isshin et Tessai qui vont arriver et qui vont dire ok bon, laissez-nous faire, ok on s'occupe de jouer à bac. Bon évidemment ça va pas suffire mais j'espère qu'ils vont arriver. Et sinon, donc dernier truc, ne pas assez développer la Soul Society et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, ce que je vous ai dit sur les divisions, c'est des choses qui sont un peu, c'est pas des trucs de fans, mais c'est des trucs qu'on apprend dans des, vous voyez, dans les fanbooks, dans les databooks, dans des trucs comme ça. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Pareil pour la chambre des 46, les différentes familles, les Shiba, les Kyoraku, les Issei, les Kuchiki, les Shioin, on n'en sait pas assez sur eux, je trouve c'est dommage. Même par exemple Kira, vous savez les Kira, bah, c'est un clan, c'est une des familles importantes, bon un peu mineure, mais Kira c'est un noble. Et pourquoi on n'en apprend pas assez là-dessus? C'est dommage, on aurait pu vraiment en apprendre plus sur la Soul Society, sur le Gotei 13, sur comment ça se passe, quelle est cette société, pourquoi finalement ils doivent respecter la chambre des 46. Qui sont ces mecs? On les voit jamais, ils sont toujours... Comment ça se fait que ils semblent être les mecs les plus influents dans le Gotei 13? Pourquoi c'est pas Yamamoto qui dicte tout ce qu'il veut? Ben justement parce qu'il y a une vraie société, il y a un vrai monde, il y a le Rukongai et le Sereitei. Il y a vraiment cette espèce de Japon médiéval qui existe et qui n'est pas assez développé, je trouve, c'est dommage. L'univers est très original, très attractif et malheureusement il n'a pas assez été développé. Voilà, ce sont les différents points que j'aurais à reprocher à Kubo. Question numéro suivante, forme de Ichigo préférée. Alors, dans les formes d'Ichigo préférées, vous savez, il y a la forme Shikai, la forme Bankai, la forme Shikai après post-Fullbring et la forme Bankai post-Fullbring. La forme Shikai avec les deux lames qu'on a vu après reforgement, comment on dit? Enfin bref, après qu'il ait reçu ces deux impactos. Et il y a aussi la forme Fullbringer, je pense que personne va la prendre, mais bon, faut quand même la prendre en compte. La forme normale d'Ichigo humain, et voilà. Donc moi, ma forme préférée, c'est la forme d'Ichigo en mode Bankai la première fois, Tensa Zangetsu. Avec, vous voyez, le costume très... Bah, tout simplement très sobre, avec les longues manches fines. Je trouvais que le costume était magnifique. Et aussi avec son Zanpakuto, je trouve que c'est le plus beau Zanpakuto que Ichigo ait jamais eu, en forme Bankai de la première fois. Enfin, la forme Bankai classique qu'on connaît. Pas celle avec les petites piques, mais tout simplement la lame noire avec la chaîne au bout, et la petite garde en forme de croix svastika. D'ailleurs, c'est assez osé de mettre une svastika quand on sait que c'est lié aux nazis. Enfin,
aujourd'hui, hein, dans nos têtes, associé aux nazis, même si c'était bien plus vieux et que cette croix, on la retrouve dans les mythologies hindoues, même celtiques, il me semble. Donc voilà, donc ce sera première forme Bankai. Question numéro suivante, technique favori, alors que ce soit Kido, Zanpakuto, machin, Quincy, truc. Alors je dirais, j'aime beaucoup tous les Kido, j'aime bien le Kido numéro, je sais plus combien, Tenran, qui est une espèce de... Je crois que c'est le Kido numéro 45, un truc comme ça, qui est une espèce de tornade de vent, c'est le Kido utilisé par Kira le plus souvent. J'aime bien la technique Bushogoma de Kyoraku, j'aime bien toutes les attaques de vent, vous l'aurez remarqué, hein, c'est la technique de la toupie qui forme une espèce de tornade. J'aime bien aussi Kageoni de Kyoraku. Alors j'aime bien l'attaque Ifukinu Kozuchi, qui est l'attaque de feu de Love, qui est une attaque qui avait reçu j'aime bien un bon son dans l'anime, parce que ça avait produit une sorte de son de cloche quand il balançait son attaque, ou de flûte, ou je sais plus quoi, il y avait un son pas trop mal, j'avais bien aimé ça. J'aime bien aussi l'attaque de Rose de Isaoi Bara, je crois, c'est une attaque qui est une sorte de... Vous savez, son Shikai c'est une espèce de corde en fait, et son Shikai il fonctionne sur le son en fait, et quand il touchait sur sa corde, vous pouvez créer une espèce d'onde sonique, enfin c'était plutôt stylé. Il y a aussi la technique de sang d'Ishin où il lèche son sang et il peut cracher du feu et créer une espèce de lame de feu assez puissante. Donc voilà, il y a aussi, j'aime bien le Kido en règle générale, j'aime bien le Kido. J'aime vraiment bien le Kido, j'aime bien cette espèce de magie cristalline que ça produit, que ce soit des attaques de canon, enfin, Shinten Raiho, Shakaho, Raikoho, tout un tas de trucs. Il y a aussi des attaques qui sont un petit peu plus élémentaires comme Rayen, non, c'est pas l'attaque de l'attaque de Toussaint qui crée une espèce de flamme. Je sais plus comment elle s'appelle. Et également, j'aime bien les Bakudo, hein, les Danku, tout ça, les espèces de prisons pour sceller. D'ailleurs aussi, ce qui est marrant, c'est que souvent, ça s'apparente un peu du jutsu, ce qui fait, par exemple, Machigan quand il scelle. Et j'aime bien aussi la matérialisation des espèces de grosses ceintures pour sceller les gens. C'est assez original encore une fois. Et sinon, dernier point, j'aimerais bien mentionner aussi le Shikai de Gin. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans mes Shikai préférés, qui est vraiment très stylé. J'adore. En fait, la lame qui s'allonge, je trouve que c'est un concept vraiment très cool. Vous voyez, Ikolose, Shinso, bam, ça c'était stylé. La première fois qu'on l'avait vu, en plus, ça s'apparentait plus, c'est une espèce de rayon lumineux. C'est juste l'énergie de la lame, hein. Et c'est assez stylé, j'aime beaucoup son Shikai. Donc voilà. Question numéro 25. Mes combats préférés. Alors mes combats préférés, c'est simple, hein. Stark versus Kyoraku, Kenpachi versus Noitra, Kenpachi versus Ichigo, Komamura versus Toussaint, Urahara et Ishin et Yorichi contre Aizen. Aizen contre tout le monde, là où il avait à peu près piégé tout le monde, alors qu'il s'était bien débrouillé au bout d'un moment avec Shinji, Kyoraku, Toshiro et Soifon. Ils avaient réussi à établir une petite stratégie pour blesser Aizen, mais ça n'avait pas marché évidemment. Et Urahara contre Askin, enfin un peu tout le monde contre Askin. Et Ichigo contre Ginjo, j'avais bien aimé ce combat. Et Grimmjow contre Shinji, avec un Shinji dans toute sa splendeur, dans tout son côté un peu provocateur, tout ça j'avais bien aimé. Alors ensuite, Juabak, question numéro 26, Juabak ou Aizen. Alors là ma question c'est un peu, quel est le meilleur méchant? En termes d'icône, c'est clair que Aizen c'est clairement le méchant de Bleach. Il est intelligent, il est malin, il est absolument... c'est un troll, c'est un magnifique troll, il adore piéger les gens, leur faire croire que... avec son pouvoir de l'illusion, qu'il regarde une certaine réalité, mais en fait non, et au dernier moment les piéger. Voilà, c'est un mec qui aime bien jouer avec ses adversaires, et c'est pour ça que c'est un méchant assez charismatique. Mais, il y a quand même un truc, Juabak est quand même pour moi supérieur du fait qu'il a une moustache. Ouais, je déconne pas. Non, je déconne. Non. Alors, c'est un plus. Après, Aizen avec une moustache, ce serait peut-être pas très stylé, on est d'accord. Non. La vraie raison pour laquelle je mettrais peut-être Juabak en haut, c'est que Juabak, déjà, bon, très clairement, il y a une allégorie de Dieu dans son personnage, une allégorie de Jésus, vous voyez, Jésus-Christ, qui est un peu le fils de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, le fils du roi des âmes, c'est techniquement ce qu'il est. Mais je trouve que je sais pas, Juabak dégage une espèce de côté très tyrannique, de côté très... si vous voulez, Aizen était très puissant et il avait cette espèce d'aura charismatique qui pouvait nous plaire en tant que personnage.
Mais en tant que méchant, je trouve que Jouabak remplit plus le boulot, si vous voulez. Il remplit plus la case parce que je trouve que l'aspect impitoyable et finalement qui dépasse tout l'entendement en termes de puissance, c'est Jouabak qui le dégage davantage. Par exemple, dans son combat contre Yamamoto, quand il revient en vraie forme, le vrai Jouabak revient et qu'il coupe comme ça Yamamoto et puis c'est terminé. On a vraiment, ou même quand il prend, alors là c'était le faux Jouabak, mais quand il prend Roy comme ça, enfin Kempachi, non, quand il prend n'importe quoi, quand il prend Kempachi comme ça à la gorge, sans aucune difficulté, si vous voulez, Jouabak n'a jamais été mis en difficulté réellement. C'était un faux Jouabak qui avait été mis en difficulté face au Bankai de Yamamoto. Et du coup, ce que je me dis, c'est que voilà, il a ce côté, on sait pas comment l'arrêter, Jouabak. Et il a ce côté tyrannique, ce côté un petit peu, roi. Il est quand même assez charismatique. Moi, je le trouve charismatique, hein, Jouabak, vraiment. Hein. Un petit peu moins depuis qu'il a cette espèce de tous ses yeux là, comme ça fait un petit peu ridicule. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est moins vif sous cette forme, moins. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est juste, il fait juste confiance dans sa puissance, mais pas assez dans ses capacités de perception. Je trouve qu'il a moins. Et je pense que c'est peut-être là qu'ils l'auront de ce point de vue-là, parce qu'on sait qu'il est absolument omniscient et omnipotent. Et voilà. Tiens, d'ailleurs, un autre combat que j'ai oublié de mentionner, c'est le combat Ichibei contre Jouabak, qui était vraiment génial, et on avait presque vu justement Jouabak mis en difficulté. Il était presque mis en difficulté à ce moment-là. Mais finalement, à la fin, il était sorti tellement puissant et il avait juste dit mais écoute mec, je suis The Almighty, je suis le Almighty. Quand tu veux être plus puissant que moi, c'est juste au niveau de la définition de mon pouvoir, c'est pas possible. ça se passe comme ça avec lui. Et je trouve que voilà, il dégage une espèce d'aura absolument instoppable quoi. Il est absolument pas stoppable. Il est d'un autre niveau. Alors que Aizen est effectivement aussi d'un autre niveau, mais on sentait que c'était pas tant le méchant qu'on aimait en lui, mais c'était le personnage qu'on aimait en lui. Finalement, le fait de retrouver le troll qu'il était et de le retrouver là dans cet arc, on est très content, mais pas parce qu'on se dit ah c'est un nouveau méchant, mais on se dit parce que il va encore foutre sa merde et que ça va être hilarant. Alors que Jouabak, on sent vraiment comme une menace, quoi. C'est une réelle menace. C'est le cas aussi avec Aizen. Si vous voulez, je réfléchis en même temps. Mais voyez la différence. Jouabak est purement un méchant. Aizen, c'est pas que un méchant, c'est aussi un personnage qu'on aime en tant que personnage complètement. Je trouve que voilà, Jouabak remplit davantage le rôle du méchant pur et vraiment très impressionnant, très charismatique. Il y a une réelle prestance quoi, et sa moustache n'en est pas n'y est pas totalement étrangère, je dois vous dire. Ouais, franchement, voilà. Donc passons à la prochaine question, numéro 27, Ichibei versus Yamamoto. Alors, là, gros débat, parce que c'est vrai, c'est parmi les deux Shinigami, parmi tous les Shinigami, les deux les plus puissants et les plus expérimentés. Et je pense que, je vais tout de suite crever l'abcès, c'est Ichibei. Pour moi, dans un combat, Ichibei l'emporte. Non seulement parce que, en termes de sagesse, on sait que Ichibei est plus sage, plus expérimenté. La sagesse, c'est ça, si vous voulez, c'est avoir connaissance de plus de choses, avoir une expérience plus grande que celle de son adversaire, si vous voulez, et d'être capable d'avoir la capacité de juger une situation mieux que l'autre, de fait de son expérience. Et en l'occurrence, même si Yamamoto est un monstre de sagesse de ce point de vue-là, je pense, Ichibei connaît des kidos secrets, pas sacrés, non, sacrés si vous voulez, mais secrets. Il a la maîtrise d'un pouvoir qui est transcendant pour moi. Là où Yamamoto, ça reste un pouvoir qui est compréhensible, c'est-à-dire oui, bon, littéralement c'est le soleil, Yamamoto. Mais en même temps, je trouve que... Tiens d'ailleurs, attendez, le soleil ou les enfers d'ailleurs? Oui, parce que par rapport à Jouabak qui est un peu le dieu, Yamamoto, les Shinigami c'est plus les dieux de la mort, mais j'ai discuté justement de ça dans les commentaires il y a pas longtemps. Qui représente l'enfer et le diable tout simplement dans Bleach? Les démons, clairement, c'est les espadas. Mais le diable, je sais pas. Aizen, peut-être. Mais c'est vrai que Yamamoto, dans son aspect... vous voyez, il relève les morts, on a l'impression qu'il sort des enfers. Ça fait penser beaucoup au diable. Enfin bon, peu importe. C'est d'ailleurs intéressant, je divague, que les choses sont assez inversées. Les gentils, c'est la mort, et les méchants, finalement, c'est les anges, comme les barreaux, tout ça. Enfin, peu importe. Donc je dirais, voilà, Yamamoto, il a un Bankai assez... un Shika, enfin un Zanpakuto assez compréhensible. C'est du pouvoir de feu, très puissant, mais compréhensible. Pour moi, Yamamoto, il est au top du top de ce que peut donner ce que peuvent donner les Shinigami. Voilà, les simples Shinigami.
au top du top, mais vraiment au-dessus de tout le monde. Par contre, Ichibei est juste au-dessus de lui, parce que Ichibei est un autre niveau, vous voyez, c'est une autre catégorie. Il est plus que d'être hyper puissant. Ichibei, il est quasiment pour moi transcendant dans son pouvoir, le fait de pouvoir définir les choses, définir le nom des choses. Pour moi, voilà. Puis en plus, de fait, il a davantage mis en difficulté Yuabak que Yamamoto, même si Yamamoto, je pense s'il avait eu le temps de revenir en Bankai, il n'a pas eu le temps malheureusement à cause de cette putain de technique de vol de Bankai que ces connards de Stern Ritter ont mis en place. Et c'est vrai, c'est un petit peu une technique de quoi, hein. C'est un peu une technique de lâche pour moi. Mais enfin bon. Mais bon, faut mettre toutes ses chances de son côté, hein, comme le dit Urahara. Donc voilà, donc je dirais Ichibei, même si je dirais que ce serait un combat super épique et que vraiment là, pour le coup, toute la Soul Society serait détruite. Mais pour moi, Ichibei, fuir son pouvoir, c'est pas tant la puissance, c'est quelque chose d'assez irréversible, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment... Pour moi, c'est limite presque à l'image d'un dieu, son pouvoir, tandis que Yamamoto, c'est plus à l'image d'un être extrêmement puissant, mais qui s'arrête quand même à des définitions assez plus simples et plus communes dans le manga, dans le monde du manga, si vous voulez. Les pouvoirs du feu, oui, bah ça peut brûler, voilà. Ichibei, il peut littéralement te faire disparaître, quasiment. Par le fait qu'il fait disparaître le sens de ton arme, le nom de ton arme, il peut te faire disparaître, il peut te faire perdre toute ta puissance. C'est pour ça que je le passerai au-dessus. Et de fait aussi, l'argument c'est quand même que Ichibei fait partie de la division 0, c'est le chef de la division 0, et que... Pourquoi Yamamoto est pas dans la division 0? Bon après, il fallait quelqu'un pour conserver voilà, l'autorité sur le Gotei 13, bon, je peux comprendre ça. Mais pour moi, voilà, Ichibei est légèrement supérieur à Yamamoto de ce point de vue-là. Question numéro 28, quelque chose de Bleach que j'aimerais dans la vraie vie. Alors, là où One Piece était plus compréhensible, plus évident, parce que One Piece est plus... Enfin disons, l'imagerie One Piece est davantage inspirée, elle est plus réaliste, elle s'inspire davantage de ce qu'on pourrait connaître dans la vie. Dans Bleach, bon, il y a l'aspect du monde normal, mais je vais pas demander un lycée, on a déjà ça. En ce qui concerne les autres mondes, c'est-à-dire le Wikomundo, tout ça, bon, et les pouvoirs, les différents pouvoirs, je dirais le Zero. Le Zero, c'est tellement un truc cool. Le bruit du Zero, c'est trop cool. Enfin, je veux dire, même la petite boule qui se forme, et puis ensuite ça fait BOM comme ça. Trop cool ça. Mais bon, alors après les Zanpakuto c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est peut-être une façon de bien te connaître, justement de dialoguer avec l'esprit de ton Zanpakuto. Et c'est un ami imaginaire en fait, c'est cool ça. Et tu peux avoir des pouvoirs assez intéressants. Mais encore une fois, moi je cherche pas trop les trucs du style ouais, avoir tous les pouvoirs de One Piece, des fruits du démon, ou tous les pouvoirs des Quincy ou machin. Moi quand faire rapport à des questions comme ça, moi j'aime bien imaginer bon, quels sont les aspects un peu voilà, les aspects qui nous manquent dans notre monde et qu'on retrouve dans les mondes des mangas. Et je sais pas, dans Bleach c'est assez curieux. Le fait de se réincarner, de toujours devenir une âme et d'avoir une vie secondaire dans une espèce de Japon médiéval, c'est pas forcément le mieux parce que, alors c'est intéressant, mais c'est pas le mieux parce que la plupart du temps t'arrives dans le Rokongai et t'as une vie de merde quoi, enfin, donc c'est pas terrible. Ouais, les Zanpakuto c'est une bonne chose. Après, franchement, les holos c'est pas top. Avoir des mecs qui te bouffent. Enfin, je sais pas, c'est moyen quand même. Hein. Bon, des espèces de gros monstres que tu peux pas voir en plus et qui te bouffent. Oh, c'est chaud quand même. Donc, ouais, techniquement, peut-être les Zanpakuto, les esprits, à pouvoir dialoguer avec un esprit à l'intérieur de toi qui peut t'aider en plus dans la vie, voilà. Et bon, un peu qui peut t'aider, c'est-à-dire qu'il peut t'aider si jamais il y a un mec qui te fait chier et tu sors ton arme. C'est ça ce que j'appelle qui peut t'aider. il va pas t'aider à résoudre ton problème de maths ou à faire ta dissertation de philo, non non. Mais voilà, et non, puis bon voilà, c'est une manière de méditer intérieurement. Bon voilà. Et je dirais les Zero, c'est trop cool. Les Zero, c'est bien cool. Enfin voilà, donc voilà, c'est à peu près tout. Bleach est tellement un univers original et distingué de notre propre univers. C'est un peu compliqué d'essayer d'établir quelque chose qui ressemble, qui serait envisageable dans notre monde. Voilà, c'est ce que je dirais. Question numéro 29. Quel serait ton propre pouvoir dans Bleach ou ton propre Zanpakuto? Alors, moi personnellement, j'aime bien Kido et j'aime bien les Zero, mais je dirais que j'essaierais d'avoir un Zanpakuto lié au vent, lié à l'air. J'adore cet élément. Et les Zanpakuto, le fait finalement de pouvoir allier l'escrime, enfin les lames, j'adore ceux qui ont vu donc mon tag sur les 30 questions One Piece, vous savez que j'adore vraiment l'escrime. Et pouvoir allier ça à des pouvoirs de vent, par exemple, hein, je trouve ça très très cool.
Et alors, avec Kubo, faut toujours s'imaginer, c'est jamais des pouvoirs très simples. Alors, moi j'imaginais un truc lié à l'air. Alors, j'ai réfléchi un petit peu avant la vidéo, mais ce serait un Zanpakuto qui pourrait en fait respirer. Ouais. Qui pourrait en fait inspirer et expirer. Et il pourrait faire ça super fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. Ce serait bien cheaté parce que je pourrais inspirer l'air et l'expirer super rapidement. Et je pense qu'en Bankai, ce serait encore plus cheaté, je viens d'y penser là. Je pourrais inspirer la vie. Aspirer. Pas inspirer. Ah, inspirer, tiens. Ah non, aspirer et expirer la vie. Ouais. Et du coup, aucun rapport avec le vent. Ouais, on s'en fout. Allez. C'est trop cheaté, c'est beaucoup trop cheaté. Attends, qu'est-ce que je raconte? Bon, allez. Question numéro suivante. Alors, dernière question, donc la question 30. Est-ce que Ichigo est un bon personnage principal? Donc pour moi, je trouve qu'elle est importante cette question parce qu'elle m'est venue en tête parce que beaucoup de gens critiquent Ichigo, disent qu'il est moins intéressant que plein d'autres personnages dans le manga, que Kenpachi, Kaizen, que voilà, que Yorichi et tout ça, ou que Urara bien sûr. Et c'est vrai, c'est pas faux, Ichigo est moins intéressant que beaucoup de personnages dans Bleach. Quand bien même, il reste un bon personnage, un bon héros de shonen pour moi. Et j'ai quelques raisons à cela. Première chose, parce qu'il ne tombe pas dans tous les clichés que les principaux héros de shonen dans lesquels il tombe. C'est pas un goinfre, il est pas stupide, c'est pas un jeune qui est, comment dire, qui a un rêve particulier. Il veut pas être roi des Shinigami ou devenir l'Okage de je sais pas quoi, du Wikomundo, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et il est plus mature, il est vraiment mature Ichigo. Par rapport à Luffy, Naruto, je veux dire, même Goku, qui lui aussi d'ailleurs est un goinfre comme souvent beaucoup les héros de shonen, ou Natsu par exemple, regardez, tous ces mecs-là, ils sont pas tant que ça matures. Goku est un petit peu plus mature, je dirais, mais Ichigo est vraiment plus mature. Dans le fait qu'il a accès par exemple à un moment face à son père Ishin, il lui dit oui mais t'inquiète pas, il vient d'apparaître en étant un Shinigami, c'est la première fois qu'il le voit en Shinigami Ichigo. Et il dit à son père, oui bah non mais attends, t'inquiète pas, t'as pas à me raconter ça, c'est tes affaires, si un jour tu te sens de me le raconter, ce qu'il fait ensuite après, en parlant de Masaki et tout ça, ce qu'il fait mais bien après, hein, et bah il lui dit, tu pourras le faire quand tu le sentiras que c'est le bon moment. C'est un des exemples de maturité d'Ichigo. De la même manière, quand il part, je sais pas, quand il part sauver Ori, mais quand il part sauver Rukia aussi, il y a une grande... c'est pas juste... Enfin, comment dire, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de côté plus sérieux. Je trouve que Ichigo est plus ressemblant à Zoro qu'à Luffy. Et pourtant, c'est un héros de shonen. Donc il tombe pas dans les clichés les plus basiques du héros de shonen. Par contre, il y a encore aussi le côté, oui, je veux sauver mes amis, tout ça. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Ichigo peut paraître un petit peu creux. Ses seules motivations, c'est je veux protéger mes amis. Et c'est un des trucs que je reproche souvent à Fairy Tail, par exemple. C'est que j'aime voir des intentions, des rêves, enfin des choses qui intéressent les personnages. Ça permet de mieux les identifier, de mieux développer leur personnalité, de mieux les comprendre. En l'occurrence, Natsu, j'avais trouvé qu'il avait été pas mal développé dans je sais plus dans quel chapitre, qui est pas très long, avant que les Spriggan arrivent, avant que Hajil arrive, il disait à Lucy, il lui disait... Oui, mais tu vois, moi, ce qui m'énerve avec cette guerre, la guerre qui approche, c'est que c'est une guerre dans laquelle le combat, il est définitif. C'est-à-dire que soit on gagne, soit on perd. Mais si on perd, on meurt. Alors que moi, ce que j'aime, c'est juste me battre. Et j'aime pas tuer. Mon but, en gros, c'est me battre. Et si jamais l'adversaire, il peut survivre pour qu'on se rebatte une autre fois et que finalement, on soit un petit peu à égalité, bah c'est cool. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est pas de gagner, c'est de me battre. Et je trouvais que là, on avait quelque chose, même si voilà, Natsu, c'est pas tout le temps qu'il est développé, ça faut reconnaître, mais là, il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait quelque chose de nouveau, on pouvait comprendre un peu plus les intentions profondes de Natsu. En l'occurrence, Ichigo, c'est un petit peu ce qui lui manque, mais je vais le réhabiliter, parce que c'est pas vraiment de sa faute. Ichigo, c'est ni un mage, ni un pirate, ni un ninja. Ichigo, c'est un lycéen de 16 ans, bon, moi je trouve qu'il fait un petit peu plus vieux que 16 ans, mais bref, c'est un jeune lycéen qui a une famille un petit peu bordélique et qui voit sa vie complètement bouleversée à un moment de sa vie. Il a perdu sa mère aussi, il apprend que sa mère a été... Alors au début on pense que c'est un holo qui l'a tué, ensuite bon, on en apprend un peu plus là-dessus avec les Quincy justement. Et si vous voulez, Ichigo, voilà, son truc c'est qu'il faut quand même être un petit peu indulgent avec lui. Ichigo c'est juste un simple lycéen. Et tout ça lui arrive sur le coin de la gueule, mais à une vitesse absolument énorme. Et il arrive à porter ça sur ses épaules. Et
à tenter de tout porter sur ses épaules, l'avenir de la Soul Society, tout ça, alors que techniquement, c'est absolument pas des mondes qu'il concerne. C'est pas du tout des univers qu'il concerne. Ichigo devient un des Shinigami les plus puissants et les plus importants, et c'est souligné par Yamamoto, ils ont besoin de lui dans la guerre contre Aizen. Alors qu'au départ, c'est même pas un Shinigami, c'est un outsider, il est un petit peu comme Urahara, et de ce point de vue-là, ça a du sens que ce soit Urahara qui l'ait entraîné au début. Mais voilà, Ichigo, c'est un personnage qui sort des codes du shonen pour moi. Bien sûr, il y a le pouvoir de l'amitié, il y a le fait qu'il veuille protéger ses amis et tout ça, mais il est plus mature, il est pas idiot, il est sérieux souvent, et il a un côté un peu plus Zoro que Luffy ou que Naruto, vous voyez? Donc c'est là-dessus que je terminerai. Oui, Ichigo, il peut paraître un peu plus gris, un peu plus terne, mais il a ce côté mature, sérieux, qui est plutôt intéressant. Et ça n'empêche pas d'être drôle par moments. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien avec ce personnage. Il est absolument très loin d'être mon personnage préféré, hein. Mais en même temps, c'est dégueulasse, parce que c'est vrai, Ichigo, c'est pas le personnage favori, et ce sera jamais le personnage favori des gens. Donc voilà, Ichigo c'est pas celui qui sera le plus excentrique de tous, ni le plus puissant de tous, ni celui qui aura la moustache la plus longue, voilà, vous voyez. Mais non, par contre, il est au centre parce que c'est celui qui est l'être en fait le plus transcendant de tous au final. C'est celui qui concentre toutes les... qui se trouve en fait au milieu de tout, sans malgré lui. Il est Quincy, Shinigami, humain, Vizard, en holo en lui, il a tout sans qu'il ait rien demandé. Et de ce fait, il porte absolument tout sur ses épaules, alors que c'est juste un adolescent comme tous les autres. Donc voilà les amis, ce sera les derniers mots de cette grande vidéo consacrée au tag des 30 questions sur Bleach. Donc j'espère que mes questions et mes réponses vous auront plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review, où on verra bien ce qui va se passer. Allez, au fait, et oui, alors le truc qu'il faut tout le temps dire, likez, abonnez-vous, et voilà. Je suis tellement professionnel, c'est hallucinant. Bon allez les amis, ciao.